Ah ouais, c'est pas si terrible que ça, ce Covid, en fin de compte. Ah, vous voilà. Bonjour, chers amis spectatrices et spectateurs, et bienvenue dans ce re-bilan des remakes live Disney. Et oui, il y a 2 ans sur la chaîne, sortaient 2 vidéos sur le remake live Disney. 2 ans, ouais. Nous étions si innocents à cette époque. Il y a 2 ans donc, est sorti 2 vidéos sur la compagnie aux grandes oreilles et les 3 notions de leur remake live, à savoir les remakes fidèles qui reprennent quasiment entièrement l'œuvre d'origine, comme Cendrillon de Kenneth Branagh, le Aladdin de Guy Ritchie ou le Roi Lion de Jon Favreau, les remakes à moitié qui prennent quelques bases du dessin animé pour en faire une autre version, comme le Livre de la Jungle de Jon Favreau ou le Dumbo par Tim Burton. Et enfin, les faux remakes, qui partent dans une nouvelle direction afin de lui apporter de la modernité, comme Peter et le Dieu Dragon de David Lowery, ou le cas des 2 films Maléfiques. Et il ne faut pas oublier non plus que chaque remake devrait être pris indépendamment des uns et des autres, parce que chaque catégorie recelait des bonnes surprises et n'était pas forcément à jeter. Certains remakes étant même parfois meilleurs que l'original, en corrigeant même certains de leurs défauts, ou apportent une nouvelle vision de l'œuvre afin de le moderniser. Mais bon, la dernière fois, le bilan de Disney était mitigé, avec juste le Aladdin de Guy Ritchie qui était surprenant dans le bon sens, en termes de mise en scène et de réadaptation, malgré des défauts sur certains choix. Et Ralph 2.0 de Richmore, qui était un sympathique film sans aucune autre prétention, et qui assumait sa fin. Contrairement aux autres films de la compagnie et autres remakes sans âme, avec des fixes à foison, résultant de mauvaises décisions dès le départ, ou manquant d'un vrai scénario. Et en 2020, c'était compliqué de faire une vidéo sur Disney, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de matière à traiter, sauf qu'entre deux est sorti Mulan de Niki Caro et Cruella de Greg Gilspile. Et il s'est passé d'autres choses depuis, donc c'était le moment pour pouvoir faire une vidéo bilan. Donc, nostalgie oblige, sortez le plaid, la dinde et la Kalachnikov, parce qu'aujourd'hui, on va analyser tout ça. Oh non, c'est ici qu'on commence? D'accord. Dès le début, j'ai choisi d'affirmer mon identité. Cruella est donc réalisé par Greg Gilspile, qui avait déjà réalisé pour Disney The Funniest Hours, inspiré d'une histoire vraie, et qui a aussi réalisé des comédies loufoques, comme Fright Night, qui est un remake de Vampire, vous avez dit Vampire, de Tom Holland. L'histoire d'un geek en plein questionnement ayant pour voisin un vampire. Puis une fiancée pas comme les autres avec un tout jeune Ryan Gosling, qui a pour fiancée une poupée gonflable. Et qui a fait aussi Moi Tonya, un bon film avec Margot Robbie, retraçant la vie de la patineuse artistique Tonya Harding. Film qui a eu du succès et qui a dû taper dans l'œil de Disney après s'être fait remarquer aux Oscars. Et c'est certainement pourquoi Greg Gilspile s'est retrouvé aux commandes de Cruella, malgré le bid de The Funniest Hours au box-office mondial et son petit budget de 70 millions de dollars. Les gens n'en avaient mais rien à foutre de ce film. Surtout en France, la vache! Donc Cruella est un faux remake des 101 Dalmatiens, puisqu'il joue sur la temporalité de son histoire d'origine, en étant un préquel se déroulant dans les années 70, en plein mouvement pop-rock racontant les origines de la future grande créatrice de mode, Cruella d'enfer, et aussi de sa personnalité borderline. Et le choix de l'époque n'est pas anodin pour entrer en parallèle avec le personnage principal. Cruella étant bipolaire et fan du changement des codes, c'est pas pour rien que c'est une grande âme de la mode dans les films, et ce côté rebelle va avec le côté borderline du personnage, et qui va faire équipe avec Artie, qui est homosexuel, refusant la normalité. Donc l'époque de la révolution aussi bien artistique que des mœurs est plutôt intelligent et bien vu. Et c'est distillé durant tout le film, jusqu'à plusieurs scènes très pétillantes au niveau des costumes et des lumières, et aussi dans sa BO de musique existante, en passant par du Nina Simone, David Bowie, les Rolling Stones, et enfin Queen, les talons absolus du changement avec son chanteur Freddie Mercury, qui a notamment contribué à faire accepter la différence. I want to break free. Oula, on va peut-être calmer nos hormones avant que ça parte trop loin. Bref, pour continuer sur la BO existante, elle est beaucoup trop présente. Il y a des morceaux qui disparaissent aussi vite qu'elles sont apparus, les rendant moins impactantes, donnant un sentiment de trop-plein et donnant l'impression d'être un jukebox, comme dans Suicide Squad, mais sont tombés dans les mêmes travers. Il y a des musiques qui marchent mieux, comme celle de Nina Simone, choisie pour amorcer le début de confiance d'Estella, qui monte crescendo et en rythme avec le montage du film,
ou la musique des assurances She's Rainbow des Rolling Stones, qui se confond avec la légèreté et le positif d'Estella et de son entourage dans sa vie quotidienne de larcin et de créatrice. Mais il y a ce travail sur la musique jusqu'à même dans l'univers diégétique du film, où Cruella va carrément chanter la musique en cours, ou carrément... Voilà, ça c'est tout con. Quand le personnage joue en rythme avec la musique, quand on passe sur lui, ça veut déjà dire que le réel a déjà pensé en amont au choix de la musique, et qu'en plus il a pensé au rythme du film pour que ce soit plus fluide au montage. Il y a quand même du taf derrière. Mais l'intérêt du film réside avant tout, et c'est logique, dans le traitement de Cruella. Comment expliquer qu'une créatrice de la mode puisse être autant folle et excentrique? Et puis, comment rendre ça crédible surtout? Sauf que l'on est dans un film, et que si on doit suivre un personnage, il faut alors s'y intéresser avec un point d'accroche, ou alors rendre le personnage plus humain ou attachant. Et l'équipe a donc opté pour la seconde option, avec une écriture tragique. À savoir... Estella, qui est un personnage bipolaire depuis son enfance, et qui enfuit son côté cruel pour mieux s'intégrer, mais quand sa mère meurt en tombant d'une falaise, Estella cache définitivement sa personnalité plus sombre et décalée, même en se tâtant ses cheveux si particuliers afin de respecter sa promesse. Donc on part sur un postulat assez triste mais réaliste, parce qu'en plus Estella, voulant réussir dans le monde de la mode, est obligée d'écumer les boulots à la con, et là on voit un personnage principal complètement fou, alcoolique et excentrique. Et ouais, on est bien dans un film Disney, la vache. Ça change pour une fois qu'ils cherchent pas à glisser le contenu de base, et ça c'est grâce à l'interprétation magistrale d'Emma Stone, qui joue parfaitement les deux personnalités et qui passe de l'une à l'autre en un sourcillement, et qui joue sur une voix plus grave, plus lente et plus excentrique en Cruella. Le film assume la question de l'identité comme moteur narratif et qui elle doit être. Et ce plan séquence caméra à l'épaule d'environ 3 minutes est le pinacle de cette thématique. Ce plan où les contours sont fous pour bien la mettre en avant est sa folie. La caméra avance comme sa progression narrative. Et lorsqu'elle se termine, la caméra reste fixe et Cruella est là, rendant ce moment hypnotique et intense. Ce plan fait de Cruella non pas une méchante over the top caricaturale, mais un personnage ambigu avec des failles. Et c'est pas un traitement à la Maléfique où la méchante s'avère être l'héroïne. On reste dans une zone d'ombre dans son évolution définitive. Même s'il y a des trucs qui... Et ouais, dans toute fiction, un personnage se doit d'être confronté à des obstacles s'il veut avancer et ainsi évoluer. Sauf que, comment on peut faire évoluer Cruella, qui est censée être l'incarnation même du mal dans les dessins animés? Eh ben c'est simple! On crée la Baronne, un personnage aussi machiavélique mais pire qu'elle, manipulatrice, hautaine, narcissique, et mon problème n'est pas qu'on lui donne une force antagoniste, parce que c'est la base de tout récit, mais mon souci, c'est ça. Ce serait une erreur de se préoccuper des autres. Les autres ne sont que des obstacles. Se soucier de leurs états d'âme, c'est se pendre à une corde. Si je m'étais préoccupée des autres, je serais morte depuis longtemps, comme tant d'autres femmes brillantes dont les tiroirs débordaient d'idées géniales et le cœur de tristesse et d'amertume. J'en sais rien. Si je tombais amoureuse, si ce travail nuisait à d'autres projets. Le mariage. Oui, pourquoi pas. Le mariage nous aura emporté plus de femmes de valeur que toutes les guerres, les famines et le choléra réunis. Vous avez du talent, chérie. Ne le gâchez pas, je vous en prie. Ouais, c'est la vraie Cruella du dessin animé, quoi. Sauf que Cruella, c'est censé être elle, pas elle, et que c'est censé être ses origines. Mais ça reste une piste à peut-être exploiter pour plus tard. Et bien que ça respecte la thématique de laisser tomber le passé, ça reste extrêmement facile de faire confronter Estella à quelqu'un qui est juste pire qu'elle. D'autant plus que... Attention spoilers! Vous avez 5 secondes pour passer à ce timecode. Attention, 5, 4, 3, 2 et 1, cheese! La Baronne est responsable de tous les malheurs de Cruella. C'est elle qui a tué sa mère, enfin, sa mère adoptive, puisque la Baronne est sa vraie mère. Et que folle et narcissique comme elle a voulu l'éliminer dès le berceau, expliquant ainsi la folie de Cruella. Donc... quand tu revois le début du film en sachant ça, le ton pop rigolo disparaît quand tu connais l'histoire un peu glauque derrière. Puis le coup de la voix off, c'est en fait l'histoire de ma mort, qui est pas original pour un sou, parce que Megaman le faisait déjà en 2010. Ouais, il y a des soucis et clichés narratifs.
Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que Cruella aurait pu simplement être un personnage bipolaire, sans d'autres raisons, et la thématique de la personnalité fonctionnait sans ça, et ça reste quand même l'intérêt du film. C'est pas pour rien que ce film a été comparé avec le Joker de Todd Phillips d'ailleurs. Déjà ça, c'est trop facile, mais alors la résolution de fin avec Cruella qui survit grâce à sa robe parachute en mode elle a tout prévu. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Voilà, ouais, c'est pas fou comme résolution. Mais encore une fois, malgré des trucs débiles, genre le manteau d'or, genre personne n'avait vu ça en regardant ça de plus près. Enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est la réadaptation du mythe des 101 Dalmatiens. Donc Jasper et Horace sont ici les amis d'enfance de Cruella, ce qui change donc leur rapport de base et qui va évoluer avec le changement de personnalité avec Cruella qui veut les dominer et être une chef sans morale. Horace reste un peu le sapin de la bande, mais Jasper se veut plus confiant et plus intelligent que son modèle animé et entretient même une relation quasiment intime avec Cruella, ce qui est pas pour déplaire, puisque ça change du dessin animé et ça offre de nouvelles opportunités narratives et offre plus de profondeur que les simples laquais faire-valoir de Cruella du dessin animé et même du rôle des comic relief dans le film de Steven Herek, avec le ton décalé cartoon et british de Hugh Laurie et de Mark Williams. Et même si Cruella les respecte, on reste à la fin sur cette dynamique de chef et d'exécuteur, comme dans le dessin animé. Mais où est-ce qu'il ira cette relation? Bonne question. Et en ce qui concerne Anita, qui est bien l'amie d'enfance de Cruella, ça développe bien sa relation amicale et pourquoi les deux personnages se côtoient, alors que dans le dessin animé, ça se demandait pourquoi vu le comportement hautain de Cruella. Et Roger, qui est un avocat faisant du piano et qui aura marqué suffisamment Cruella dans le bon sens, pour je sais pas pourquoi non plus, parce que les deux personnages se sont côtoyés que pendant une scène, et même pas avec un vrai dialogue en plus, au point qu'à la fin c'est Cruella qui offre un dalmatien à Anita, ça ok, mais par contre aussi à Roger, là j'ai du mal à comprendre, et en plus, c'est elle qui a choisi les noms des dalmatiens. C'est facile là aussi, mais... Donc, ça veut dire que le deuxième Cruella qui est prévu va donc être une adaptation des 101 Dalmatiens après la version de Steven Herek, et que c'est elle à l'origine de tout ça, et que ça va être du point de vue de la méchante. Est-ce que ça va être un remake à moitié ou un faux remake? Et alors, comment ils vont aborder alors certains sujets du dessin animé, comme son envie de tuer des Dalmatiens pour en faire un manteau? Comment Jasper et Horace ils vont réagir face à tout ça? Comment Jasper va réagir? Est-ce que... Comment Cruella va changer? Ou est-ce qu'elle va tomber définitivement dans la folie après ça? C'est... Oh, bordel, il y a tellement de questions, c'est trop bien! C'est la fin des spoilers! Merci de votre attention. Puis la réalisation de Greg Spy, elle est vraiment bonne, comme vu auparavant, mais je sens passer de nulle part. Suffit de voir ses autres films. Autant Fright Night est certes plus classique dans sa réalisation, certainement dû à un budget limité de 30 millions de dollars, mais le film a un véritable esprit rock et pop avec sa BO du même acabit et dans son énergie comique et méta de jouer avec le mythe du vampire, avec des trouvailles dans la mise en scène comme des plans séquences et ce trouvaille sur la lumière rendant des plans avec de la profondeur et qui sont vraiment jolis, quand il n'y a pas de FX bien sûr. Et The Funniest Hours, où sa réalisation est encore là aussi classique mais rétro dans son approche, avec de superbes idées de mise en scène pour présenter les personnages et s'investir avec eux. Mais ça privilégie intelligemment les FX à coups de plans séquences et ça réussit à jouer avec le grandiose des événements, montrant que tout se joue à pas grand chose. Et surtout, moi, Tonya, où la BO existante est prédominante, comme dans Cruella, et comme dans Cruella, elle sert narrativement afin d'exploiter les émotions du personnage principal, avec en plus des idées dans le montage et monter en rythme avec la musique, où le personnage principal brise le quatrième mur, comme dans Cruella, et ses plans travelling qui suivent le mouvement de création des personnages, encore le travail sur la lumière et les couleurs, et ce grain sur la pellicule pour le côté rétro. Et... en fait, moi, Tonya et Cruella, c'est quasiment le même film à bien y réfléchir. Surtout que la filmographie de Crazy Spy, bah ça parle avant tout des marginaux, donc ça aide pas. Mais ouais, en définitif, accrochez-vous à vos esgourdes, Cruella, c'est bien un film d'auteur. Et ouais, je sais. Ça peut faire un choc de savoir qu'il y a encore de la créativité chez Disney. Bref, Cruella, c'est vraiment bon, et une très bonne surprise. Et malgré quelques détails narratifs, et surtout une méchante qui l'est pas vraiment, bah le résultat final est moins cruel que certains pouvaient le dire. Contrairement à Mulan. Alors, je vais terminer par celui-ci, alors que ça aurait dû être le premier à traiter pour être dans la logique des sorties. Mais voilà. C'est un gros morceau. Alors... Niki Caro a beaucoup travaillé sur des histoires vraies et la figure de la femme forte, et surtout de personnages aux prises avec l'histoire et contre l'ordre établi, comme la femme du gardien de zoo, où, pendant la Seconde Guerre mondiale, Antonina Zaminski et son mari Jan ont caché plus de 300 juifs dans leur zoo,
Ou, également comme fiction, Pai, l'élu d'un peuple nouveau, où Paikea est la descendante d'une grande lignée de leaders, mais son frère jumeau et sa mère sont morts à la naissance, faisant d'elle l'héritière de la tribu, mais cela ne convient pas au grand-père, puisqu'elle est une fille. Et l'histoire va servir à démontrer qu'elle est capable de diriger et qu'elle a toutes les qualités requises et la mentalité pour devenir ce leader, malgré son sexe. Une histoire de femme qui doit prouver sa valeur à cause de son sexe et qui doit trouver sa place et qui se passe dans une culture étrangère, ça m'appelle étrangement quelque chose. Et bien que Niki Caro ne soit pas une grande réalisatrice au sens visuel du terme, c'est plus une autrice avec ses thématiques, elle a quand même cette élégance dans sa manière de filmer les environnements, ses beaux moments de contemplation pour s'imprégner de la culture, des idées lors de scènes de tension en gérant plein d'éléments, bien que tout soit bien lisse et sans violence. Ça me confirme que c'était bien la bonne réalisatrice pour ce projet de remake. Mais soit, je ne vais pas revenir longuement sur les problèmes de sortie et les reports de Mulan de Niki Caro. Ni le fait que Disney a fait la pire crasse en sortant le film directement sur sa plateforme Disney+, dans certains pays, pour la modique somme de 30 $, la vache, qu'ils ont donc fait un immense doigt d'honneur aux exploitants de salles qui avaient cruellement besoin de films familiaux après les mois de fermeture post-premier confinement en 2020. Ni le fait que le film a été tourné dans la région de Xinjiang en Chine, où des camps d'enfermement existent, où sont pratiquées stérilisation et torture sur des peuples de communautés ethniques minoritaires, comme les Ouïghours provenant de la Turquie, parce que le pouvoir en place les considère comme des peuples dangereux à la limite du terrorisme. Parce que Disney était parfaitement au courant de tout cela et qu'ils les ont même remerciés dans le générique de fin afin que le pouvoir en place puisse permettre la sortie en Chine. Parce que ce film n'a pas été du tout prévu pour que ce film sorte en Chine pour brosser le public chinois dans le sens du poil et afin d'amasser beaucoup d'argent. Non, je vais pas parler de tout ça. Le film lui-même est déjà un problème. Bon, je sais qu'il faut pas comparer avec l'original parce que c'est absurde, mais là, c'est pas possible. Mulan de Niki Caro est à la fois un remake fidèle et un remake à moitié. Fidèle parce qu'il reprend grossièrement l'intrigue du dessin animé et les thématiques qui vont avec au début du film l'attaque des Huns, les Rouran, enfin pardon, les Wuhan, et qui lance l'intrigue, etc. Et remake à moitié parce qu'il ne reprend pas les chansons cultes de l'original, qu'il invente même de nouveaux personnages et en enlève certains pour des questions de droit. Donc, désolé, pas de mouchou dans ce film et de... Voilà, c'est ça. Des honneurs. Des honneurs sur ta famille, prenez note, des honneurs sur toi, des honneurs sur ta vache. Non, là, le film veut être en même temps plus terre à terre, tout en accentuant son côté grandiloquent et fantastique, à coup d'hommage au cinéma hongkongais à la Tigre et Dragon. C'est bon, vous suivez toujours? Et si avec ça, il y a aussi beaucoup d'autres problèmes de scénario. Si vous aviez une fille dotée d'un chi qui imprime dans chacun de ses mouvements l'énergie de l'univers tout entier, oseriez-vous lui dire que seul un fils peut être garant du chi? Attends. Mais qu'est-ce que tu baragouines, sa fils de p... Ouais bon, dans l'original, Mulan était une fille distraite mais intelligente et futée. Et le remake a essayé de faire pareil, mais le temps d'une seule scène, et en faisant encore n'importe quoi, parce que là, c'est pas sa faute, comme dans le dessin animé. Et dans le dessin animé, ça on le comprend dès sa scène d'introduction, où elle nourrit les poules grâce à son chien et à l'os. Dans le remake, c'est une scène d'action de voltige où elle poursuit une poule et elle a rien du tout et oh mon dieu c'est horrible, elle est différente qu'elle crâneuse. Alors en fait, le film semble plus insister sur la pression sociale faite sur la femme dès l'enfance, avec en plus le personnage de la sorcière, qui est vraiment bête, pas du tout persécutée à cause de ses pouvoirs, hein, mais on essaye de faire passer le message féministe de manière subtile. Je suis votre père. Il est de mon devoir de faire honneur à la famille sur le champ de bataille. Toi, tu es une fille. Reste à ta place. La place de la femme, c'est à la cuisine. Non, et puis surtout, on n'a pas le temps d'installer une ambiance pour pouvoir faire plus de dilemmes ou de très belles scènes, parce que là t'as à peine la scène la marieuse que pouf, t'as l'armée qui arrive pour donner le message aux familles. Oh, et puis ça serait con d'instaurer de la tension quand le père va chercher le message. On va filmer ça de manière anecdotique, ça suffira. C'est pas comme si c'était ça l'enjeu du film. Le montage coupe toutes les envolées possibles, comme lorsque Mulan enfile son armure pour la première fois comme ça en un cut et pouf, elle s'enfuit, n'insistant pas sur sa prise de décision qui est importante quand même. Et ce passage alterné quand Mulan se perd dans le désert et puis pouf au loin on voit le phénix de la famille qui l'aide à trouver le camp. Sérieux, ça sert à quoi ce passage? Bref, concrètement, le film essaye de suivre l'histoire d'origine, avec l'arrivée difficile de Mulan dans le camp, qui agit maladroitement et qui se fait des ennemis avant que... Oh putain, y'a Donnie Yen dans ce film. Y'a Donnie Yen, Hitman, putain. Ça a intérêt à envoyer sévère au niveau de la chorégraphie, je vous préviens.
Et il y a des situations comiques et de maladresse, mais pas vraiment naturelles. Et puis Mulan reste trop rigide pour qu'on y croie. Et devient même pas le moteur d'inspiration pour le camp. Les gars réussissent en s'entraînant juste, pas en voyant Mulan réussir une épreuve dure qui les motive et leur fait comprendre qu'ils peuvent y arriver aussi. Ce qui est débile et ça donne moins de poids à Mulan, même s'il y a 2-3 scènes de discussion plutôt bien vues, et surtout la scène d'humain modifiée comme il faut pour apporter de l'enjeu narratif et... Mais attends, cette scène de bataille à 50 minutes du film, c'est pas une scène qui a été tronquée assez du début, parce qu'on dirait les mêmes décors, les mêmes figurants et... Oh putain j'ai raison, là! La sorcière casse un bâton à 50 minutes 25 et ce bâton brisé est présent à 9 minutes 15. Et oui, c'est notre offre promotionnelle du moment. Pour une scène d'action achetée, repartez avec 2 scènes. 2 scènes d'action pour le prix d'une et qui rallongent superficiellement votre film. C'est ça la bonne affaire téléachat. Ouais, et en plus, ils essayent de faire croire que cette scène déclenche la suite du film et que ça oblige Mulan et compagnie à partir sur le champ de bataille. Vraiment très malin les gars. Il y a une bonne petite morale sur le fait d'avoir peur parce qu'on a déjà entendu ça 1 milliard de fois. Ils reprennent la scène de la découverte du village, des trucs comme ça d'un seul coup. Puis il y a une scène d'action où le méchant se barre du champ de bataille comme une petite pucelle alors qu'il peut arrêter une flèche en plein vol comme on a vu au début. La sorcière et Mulan se battent et si Mulan est faible, c'est parce que... Tu es affaibli par ce mensonge. Il empoisonne ton chi. Parce que pourquoi pas. Et Mulan se fait transpercer par un kunai et décide d'enlever son armure afin de devenir ce qu'elle est vraiment. Mais putain, espèce de pauvre conne! C'est pas comme si c'était ton armure qui venait de te sauver la vie! Ok, le côté symbolique, c'est beau de s'affirmer, tout ça, mais... Bordel, ça n'a aucun sens! Tu vas sur un champ de bataille affronter des centaines d'ennemis! Tu peux te faire tuer n'importe quand! Alors enlève pas ce qui peut te sauver la vie, merde! Là, c'est même pas écrit au forceps. Là, c'est écrit au forceps avec un éléphant dans un magasin de porcelaine après avoir bousculé Mamie dans les orties avant d'avoir voulu tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué! Et cette phrase a autant sens que le film! Et putain, la scène de bataille, ça part dans tous les sens. Mulan qui fait des acrobaties de fou, qui fait fuir l'armée à elle toute seule. Oui, c'est comme ça dans le script. Et là, t'as la sorcière qui se multiplie en milliers d'oiseaux, donc elle peut faire ce qu'elle veut, bordel la chiasse. Par contre, s'occuper de Mulan, ça doit être trop dur. Et Mulan trompe l'ennemi en les forçant à changer d'angle d'attaque et les obliger à tirer dans la neige afin de provoquer une avalanche. Donc, adieu la superbe idée du dessin animé montrant que c'est elle qui utilise un canon et qui provoque cette avalanche, montrant son intelligence et son sens de la stratégie. Bref, après, elle assume d'être Mulan devant tout le monde, et bien sûr, comme dans le dessin animé, elle doit être... Expulsion. Quoi? Expulsion. 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 Putain, merde! C'est pas possible d'être à côté de la plaque à ce point! Dans le dessin animé, la sentence était la mort, ce qui était logique et amenait de la tension. Mais Mulan a été épargnée par le commandant, qui non seulement l'apprécie, mais qui avait une dette envers elle, et elle finissait donc par être exclue de la garnison. Là, Mulan demande à exécuter afin de ne pas subir le déshonneur, et on la punit juste en l'expulsant, et on l'épargne pas du tout parce qu'elle a sauvé son bataillon ou quoi que ce soit. Après avoir menti à toute la garnison, où la moindre exaction est condamnée à mort, le mensonge est juste passible d'une expulsion? Mais dis-moi, Jamie, c'est pas du tout ça ce qu'on appelle une facilité scénaristique? Mais dis-moi, Jamie, c'est quoi une facilité scénaristique? Eh ben une facilité scénaristique, mon cher Fred, c'est quand le scénariste s'en bat les couilles d'écrire de la merde. Oh! Bref, Mulan est en exil et la sorcière la retrouve, disant qu'elle se ressemble. Ouais. Elle révèle que si le méchant a déserté le champ de bataille, bah c'était pour aller tuer l'empereur, et que tout ça n'était qu'une diversion. Mulan va retrouver son bataillon et leur explique donc tout, et par le pouvoir de l'amitié, tout le monde la croit. Et dans la cité impériale, la sorcière fait diversion et va chez le chancelier, et c'est assez dérangeant que ce plan dure, et elle prend la place du chancelier et oblige l'empereur à bouger et à enfermer l'armée dans une même pièce. Mulan et compagnie arrivent et Donnie Yen se bat enfin, c'est cool, mais c'est pas ouf. Alors que dans Rogue One, il était plus badass et il était censé être aveugle. Mais bon, l'empereur se défend avec des tissus et putain les nappes sont dangereux dans ce film et il se fait capturer. Mais bon, le méchant va pas tuer tout de suite parce qu'il est poli et Mulan arrive chez l'empereur. Mais c'est la sorcière qui l'attend. Parce qu'elle avait de rien à foutre, et c'est une bonne scène de confrontation morale entre les deux, montrant qu'un autre chemin est possible, et elle finit par s'enfuir, et quand du Mulan au méchant, et elle s'en vante même, putain, et quand il voit Mulan venir, il tire une flèche, et... Oui, je suis une sorcière, j'ai des pouvoirs illimités, je peux affronter plusieurs soldats en même temps, je peux utiliser mes vêtements comme moyen de protection.
Par contre, je ne peux rien contre une simple flèche tirée à même pas un mètre de distance. Oh, pauvre de moi! Prends ta place. Oh, mais ta gueule! Bref, Mulan monte et au lieu d'attaquer discrètement le méchant dans le dos, elle préfère sauver l'empereur et donc de se faire repérer. Bonjour l'intelligence, et le combat a lieu. Et l'épée de Mulan tombe dans la lave et... ça a l'air de vachement la trouver au vu de sa non-expression. Bref, après un discours de motivation et image subtile plus tard, ils se battent à nouveau sur une poutre. Et je dois admettre que l'effet de tension est super bien géré avec la tente. Et Mulan subtilise l'épée du méchant et coupe la corde. Et fin du méchant, mais en fait non, il tire une flèche, mais Mulan libère à temps l'empereur qui arrête à temps la flèche et... Ok, ouais. Ah ouais, quand même. Ils ont décidément trop de pognon à foutre en l'air quitte à Danardesque, putain. Bref, c'est la fête au village et l'empereur invite Mulan à devenir membre de la garde impériale et qui refuse bien évidemment parce qu'elle veut revoir sa famille. Alors, tu sais que tu peux dire oui et ensuite demander à voir ta famille, hein. Mais bon, elle se barre, merde. Mais Chen veut lui dire au revoir et... il se passe rien, d'accord. Mulan retourne au village, c'est la joie et c'est d'une bonne scène de retrouvailles avec son père qui garde bien en tremblant ses émotions et qui dit à sa fille qu'elle valait plus que tout. Et la garde impériale revient, lui offre une nouvelle épée et annonce qu'elle peut encore devenir membre de la garde impériale. Quel coup de bol, Mulan a comblé d'honneur sa famille, certes pas avec un mari, elle a honoré ses ancêtres et elle s'est élevée en tant que Mulan et c'est la fin du film. Ouf. Oula. Oh mon dieu. Que ce film est pas ouf. Alors, ok. Ils essayent de faire passer le message féministe d'une autre manière, mais c'est trop. On insiste tellement que c'est une fille par ses proches et ses ennemis, et que c'est pour ça qu'elle est méritante. Sauf que... bah, elle l'est pas. L'erreur dès le départ, c'est de dire qu'elle a du chi, une force comme dans Star Wars, à peu de choses près, et que donc, c'est ce qui la différencie des autres. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas réussi parce qu'elle est intelligente, qu'elle s'est beaucoup entraînée, et qu'elle s'est battue pour se respecter, et ainsi devenir une force de motivation pour les autres. Non, si elle a réussi, c'est parce que son chi dépasse les 9000 et qu'elle a un ultra instinct lors des moments où le cadre est flou autour d'elle, et ça, c'est franchement con. Et merde quoi, et y a pas de romance dans ce film? C'est passé à côté du message. Dans le dessin animé, ça n'avait rien à voir avec une romance sortie de nulle part, juste pour en mettre une. C'est Mulan qui choisissait à la fin l'amour de sa vie, montrant qu'elle peut décider de son destin et qu'elle n'est pas obligée de passer par la marieuse pour réussir sa vie. Ce qui va avec la chanson Une belle fille à aimer, où la question de l'amour est bien mise en avant et sur la femme parfaite selon des hommes. Et Mulan est bien loin de ces clichés, qu'on demande d'être câline, d'être belle et de souriante. Bref, d'être une Barbie qui bouge quoi. Et la romance entre Chang et Mulan fonctionnait parce qu'ils aimaient le caractère guerrier et la force intérieure de l'autre. Alors que dans le remake, la question de l'amour est bien mise en avant, mais pas éludée à la fin. Donc un remake moderne et moins féministe que le dessin animé des années 90. Sont forts chez Disney. Même s'il faut avouer que, effectivement, on est loin du niveau de La Belle et la Bête de Bill Condon. Parce que les changements apportés à l'histoire sont ici juste anecdotiques ou au mieux un peu stupides et ou inutiles. Mais voilà, c'est pas non plus au niveau pour expliquer des incohérences ou pour combler des trous du scénario de l'original. Et la mauvaise foi ne faisant pas partie de la maison, bah il faut reconnaître que tout n'est pas jeté. Le film a des qualités. Aussi surprenantes que ça puisse paraître, mais il y en a. Même si les combats manquent de punch pour qu'on soit plus impressionné et qu'il y ait plus de folie dans la chorégraphie pour assumer pleinement son concept, bah au moins ils sont lisibles et bien cutés pour qu'on comprenne l'action et ils sont bien rythmés. Puis il y a une bonne utilisation de l'espace dans le décor pour l'exploiter pleinement et pour pas qu'on soit perdu. Et la réalisation tente des choses dans les cadrages et les mouvements de caméra pour rythmer le tout, créer certains moments de réflexion et de tension dans les combats. Et clairement ouais, on s'ennuie pas. Et les images... bah ouais, la production design, les costumes, les effets spéciaux, les couleurs, c'est juste sublime. Non, sans rire, regardez-moi ces plans, ce travail sur la lumière, les jeux de couleurs, les ombres. J'aime beaucoup aussi le costume de la sorcière et son dos en forme d'écailles de dragon qui forment des vagues. Non, sérieusement, ça fait du bien de voir que le film a été grandement tourné en décor naturel. Je me suis souvent plaint des FX à foison dans les autres remakes comme Dumbo de Tim Burton, mais là franchement, ça fait plaisir de voir un film qui respire autant les paysages réels et dont les FX ne sont que le prolongement de l'univers pour qu'on y croit. Et de toute façon, je vous conseille largement Pai, l'élude un peu plus nouveau, de la même Niki Caro, qui est bien mieux écrit et plus touchant que le remake de Mulan, où la relation petite fille-grand-père amène de superbes scènes de complicité, mais aussi de déchirement.
Non, sérieux, la scène de son discours est vraiment triste alors qu'elle veut bien faire la pauvre et t'as des raisons de la plaindre. Et tout ça montre bien que son comportement est plus bénéfique à son entourage et qu'il faut savoir des fois laisser les traditions derrière soi et que ça traite donc mieux ce thème que son remake. Et le dessin animé, qui est certes bien qu'un peu court, restera bien meilleur que le remake rien que pour cette scène après que Mulan ait échoué chez la marieuse. Quelle merveille! Quelle superbe floraison nous avons cette année! Mais regarde, celle-ci est en retard. Pourtant, lorsqu'elle s'épanouira, elle sera pour moi la plus magnifique de toutes. Voilà, le remake aurait pu largement le faire, donc est-ce que j'ai besoin de préciser ou de développer? Non, je crois pas. Donc en fait, ce Mulan 2020 est un remake qui a sa personnalité, qui suit l'intrigue de dessin animé quasiment dans sa finalité, donc on peut pas lui reprocher dès qu'il soit proche de l'original, et qu'en même temps, il suive sa propre voie. Mais bon, derrière, ça en fait pas un bon film, et ça je pense que vous avez dû le comprendre. Mais bref, à part Mulan pour son scénario et Cruella pour quelques détails narratifs, bah il faut bien admettre que majoritairement, Disney a quand même fait de gros efforts pour ses productions. Par exemple, L'appel de la forêt de Chris Saunders, qui est un très sympathique et même émouvant film de voyage. Même si le chien et les paysages sont en 3D, ce qui est un peu contradictoire, surtout quand le récit parle du goût de l'aventure et des décors, bah il y a une ambiance des anciens dessins animés comme on les aime, et Harrison Ford est très touchant dedans. Et il y a un chat tout mignon et drôle aussi, donc forcément ça vaut le coup. Et puis il y a Raya et le dernier dragon, qui est vraiment une excellente surprise, avec son voyage à travers plusieurs continents et de légendes variées, avec une BO vraiment marquante et profonde et investie, une iconisation impressionnante de ses personnages et surtout de son héroïne, et malgré l'humour un peu trop présent et son histoire prévisible, le scénario tient la route en traitant du poids des responsabilités, de la confiance et surtout de la vengeance, amenant son récit dans une direction satisfaisante et bien prise au sérieux. Non sérieusement, ce film mérite votre attention, rien que pour les décors et les paysages travaillés. Ça méritait tellement grand écran. Merci Disney. Et puis il y a aussi Encanto, la fantastique famille Madrigal, qui est un chouette film, pas un Disney majeur mais ni mineur, mais qui a un univers visuel vraiment coloré, des musiques de Lin-Manuel Miranda qui sont bien rythmées et marquantes, et un scénario qui fait peut-être du surplace et qui aurait dû mieux ménager certaines séquences, mais qui a le mérite d'avoir un traitement original et une bonne morale sur la famille. Sans spoiler, je conseille, c'est de la bonne. Et pour finir, Jungle Cruise de Jaume Collet-Serra, qui certes sauf sur Pirates des Caraïbes en le faisant moins bien, on est quand même sur du bon film d'aventure à l'ancienne, avec un côté réponse dans l'histoire plutôt bien amené, avec des fixes qui servent l'univers à peu de choses près, avec une BO de James Newton Howard bien rétro, avec ses envolées et ses thèmes exotiques, dont une putain de reprise de Nothing Else Matter de Metallica qui fout les frissons et bien exécutée dans le moment, où les scènes s'enchaînent parfaitement bien, même si cliché pour la plupart, surtout avec son méchant allemand bien méchant caricatural à la Indiana Jones, bah il y a la chimie parfaite entre le trio et leurs personnages assez approfondis et pas unidimensionnels. Lily, qui est une casse-cou avec une très forte curiosité et aimant un peu trop le risque, McGregor, son frère, qui est un peu comic relief exagéré, mais qui a un passé touchant étonnamment. Et enfin, Frank Clough, qui est... En haut à gauche, vous voyez des toucans et vous entendez du boucan. Ils jouent à leur jeu favori, la prise de bec. Il y aura un perdant. Celui qui tombe sur un bec. De l'autre côté du fleuve, il y a un tatou. Mais ne lui donnez pas à manger. Quand tatou, t'as besoin de rien. De toute façon, il préfère picoler. On l'appelle livre de la jungle. Me demandez pas pourquoi. Ce personnage est mon préféré de tout le film. Et même si Artemis Fowl de Kenneth Branagh n'est pas très bon et pas une bonne introduction à une future saga, à cause de son histoire lisse faisant du surplace, même si ça respecte un des livres, de sa construction mal pensée et des personnages caricaturales, dont l'antagoniste qui est un des pires méchants de la fiction, qui est débile, hurlant à la mort et qui reste dans son coin, ça en devient hilarant, la vache, bah c'est le projet maudit par excellence. Avec autant d'années de développement, de report, de remise en question, de changement de réalisateur, producteur, même, parce que Harvey Weinstein devait produire le film, mais ça c'était avant MeToo. Gros chien ma gueule. Ce qui a retardé le film et les scénarios n'ont pas arrêté de changer, et Disney ne semble pas savoir quoi en faire. Et même Eoin Colfer, l'auteur des livres, a demandé ce que le film termine sur Disney+. Donc une gestion catastrophique pour un résultat quasiment du même acabit, mais cela peut se comprendre.
Disney et les films live ne leur ont pas porté sens, que ce soit John Carter, Lone Ranger et même Casse-Noisette et les 4 Royaumes, qui eux tous méritaient de fonctionner tant ils sont bons, et qui n'ont pas été des succès au box-office. Et Disney a vu en Artemis Fowl le moyen d'agrandir son catalogue d'ouverture et ainsi lui éviter un nouveau bid de box-office assez sévère et encore marqué. Donc, ça va être l'occasion de parler du choix de Disney de mettre ses films en même temps au cinéma et sur sa plateforme de streaming. Parce que, bien qu'au début de la pandémie, c'était tout affluable cette décision, elle l'est beaucoup moins par la suite. Le pire, c'est quand ça impacte les films des autres studios, comme ceux de Pixar, avec Soul et Luca, sortis directement sur Disney+, sans frais supplémentaires, qui aujourd'hui semblent comme des films mineurs dans le catalogue, alors que, clairement pas. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec Raya et le Dernier Dragon directement sur Disney+, en France, à cause des cinémas fermés et qui voulaient éviter l'embouteillage certainement, mais aux États-Unis, à la façon de Warner et d'HBO Max, Bob Chapek, le directeur de Disney, a décidé que les films sortiraient au cinéma et sur la plateforme de streaming durant cette période, et que cela pourrait continuer bien après. Donc Cruella, Black Widow et Jungle Cruise ont été diffusés au cinéma et sur Disney+, alors que la situation sanitaire était certes pas encore optimale et que de nombreuses salles étaient encore fermées, mais c'est à se demander si Disney avait réfléchi. Et ce qui devait arriver arriva, les films ont nettement moins bien marché au box-office à cause du piratage évidemment, leur faisant perdre des recettes considérables. Mais ils ont été disponibles en accès premium, tout comme Mulan, ce qui fait que l'argent généré sur Disney+ leur revient directement. Sauf quand la situation sanitaire était au beau fixe et que t'as besoin d'un gros blockbuster pour ramener du public en salle, bah en plein été, quand t'as Black Widow qui était le tremplin parfait pour ramener du public en salle et pour pouvoir ramener, pour redorer le blason des salles de cinéma, bah c'est un peu normal que les exploitants tirent à la tronche. Parce qu'un gros film en moins, bah c'est moins de public. Et s'il y a moins de public, merci Captain Obvious, bah c'est moins d'argent qui rentre. Et c'est aussi moins de produits vendus, comme les sodas ou les pop-corn, et qui sont un gain non négligeable pour les exploitants. Et même si on parle de plus de 261 millions de dollars pour Mulan lors de sa sortie sur Disney+, et plus de 60 millions de dollars pour Black Widow lors de sa sortie en première semaine en accès premium, bah finalement la firme n'a été gagnante qu'un temps, et que les choses se sont gâtées après. En effet, Scarlett Johansson et Emma Stone ont porté plainte contre Disney pour cause de non-respect de contrat, et ce qui fait que comme elles étaient productrices respectives de leurs films, bah elles touchaient un pourcentage des recettes des films. Mais comme les films sortaient en même temps au cinéma et sur Disney+, bah ça fait moins d'argent. C'est bien, vous suivez. Et que même si Disney s'est défendu avec un gros « on a compté les gains du streaming comme des gains du box-office, donc elle n'a pas vraiment le droit de se plaindre, et que nous, on pense au bien-être des spectateurs qui veulent pas aller en salle et prendre des risques, hein ?» Ce qui est très comique. Bah, même si la hache de guerre est enterrée à coup d'arrangement financier, tout ça, bah, il faut quand même admettre que c'est une sacrée affaire inédite à Hollywood, où une actrice n'a pas hésité à porter ses couilles à se battre contre une grosse compagnie qui a quasiment monopole, et une affaire qui fera date dans l'histoire du cinéma, parce qu'elle met en lien le cinéma et les plateformes de streaming. Et je suis sûr que Disney y réfléchira à 2 fois avant de refaire une connerie pareille. Le cinéma est et restera toujours le meilleur moyen studio de pérenniser leurs films, parce qu'en sortant aux salles, ces films deviennent de grands événements, et cet événement devient une grande publicité, et cette publicité leur permet de gagner de l'argent sur le long terme, grâce à l'achat de DVD et Blu-ray, et là, l'achat en VOD. C'est une erreur monumentale qu'ont fait Disney et Warner de lier les 2 supports avec cette stratégie, parce que ça a peut-être tué le potentiel commercial de plusieurs de leurs productions, et ainsi empêché la mise en chantier de plusieurs de suite. Et c'est normal que des réalisateurs et réalisatrices se soient ligués contre cette décision pour l'amour de l'art. Et aussi un peu pour l'argent. Et ça, on va pas se le cacher, c'est un peu normal. On a souvent dit que le Covid a démontré que tout mettre dans le même panier, c'est-à-dire mettre beaucoup d'argent dans peu de projets, c'était bien là la limite des blockbusters, et que c'était surtout l'aboutissement de la sonnette d'alarme que George Lucas et Steven Spielberg avaient prévenu il y a des années. Non, ça je suis pas d'accord. Le Covid a surtout démontré la limite d'intelligence des gros studios. Et ça, c'est pas pareil. Bref, ce petit tour des Remake Club Disney est maintenant fini. J'espère que vous avez apprécié parce que c'était pas simple. Parce qu'il fallait raccorder les wagons, il y avait beaucoup de choses à traiter. Enfin, bref, surtout que ça oblige à pas parler du futur Disney. Mais, quoi qu'il en soit, ça oblige quand même à rester vigilant sur leurs futures productions à venir et leur remake live. Et surtout, voir leur qualité finale. Bref, il ne me reste plus qu'à enfin fêter Noël et à vous dire... Ah, il y a mamie qui arrive. Alors, attention les enfants, hein. On respecte les distances de sécurité avec mamie, hein.
Parce que la dernière fois, elle a mordu papy et c'était pas joli à voir. Alors, on respecte les distances de sécurité. Allez les enfants. Alors, enfin bref, je vous dis à plus et à la prochaine et joyeux Noël. Oh 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 oh. Ah, mamie, repose Timothée. Repose Timothée tout de suite, mamie. Je t'aurais prévenu. Ah, chérie, j'ai ramené de la dinde.